Émission spéciale élections législatives sur Sensation Essonne en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation, émission spéciale législative de la 2e circonscription de l'Essonne. Nous recevons avec Teddy Vory, rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne, l'ensemble des candidats de la circonscription. Et aujourd'hui, nous recevons Jean-Philippe Dugouin-Clément. Bonjour. Bonjour. Vous avez 46 ans, vous êtes le maire de Mennecy et vous êtes vice-président de la région Île-de-France. Vous vous présentez donc sous l'étiquette LR-UDI pour ces législatives avec le soutien de Franck Marlin et de Bernard Boulet, les deux anciens députés de la circonscription. Vous vous définissez comme le candidat des maires, la majorité d'entre eux vous soutient. Quels seront donc, quel le sens que vous souhaitez donner à cette candidature et quelles seront vos priorités, surtout si demain vous êtes élu à l'Assemblée nationale? Oui, c'est plus de 45 maires qui me soutiennent, la très grande majorité des élus locaux, parce que je suis avant tout un élu de terrain et de proximité. Et ce que je veux porter à l'Assemblée nationale, contrairement à beaucoup de mes concurrents qui sont les porte-drapeaux de partis politiques, qui seront là pour être des machines à lever la main, c'est le bon sens du terrain. Moi, ce que je porte dans l'engagement qui est le mien aujourd'hui à la région, ou comme maire de Mennecy, c'est de défendre au quotidien un territoire en travaillant avec tous les acteurs locaux. Et pour travailler avec ces acteurs locaux, il vaut mieux les connaître, avoir leur soutien, connaître les dossiers, connaître le territoire et pouvoir agglomérer, rassembler. On est sur un territoire extrêmement divers qui va des communes très rurales au QPV d'Étampes, en passant par des secteurs plus résidentiels comme Mennecy. Vous savez, c'est 3 France qui ne se parlent plus, qui sont à la fois le vote Mélenchon, Macron et Le Pen. Eh bien, moi, je me présente pour rassembler autour des maires, rassembler autour des élus locaux, des associations et porter la voix d'un territoire qui a été beaucoup trop souvent oublié et considéré comme une variable d'ajustement par les pouvoirs publics parisiens. Les priorités de ce territoire, c'est quoi? Les priorités, elles sont multiples. On est sur des secteurs qui, d'une part, passent à côté de beaucoup d'opportunités de développement parce que l'État, depuis des années, ne considère pas que les territoires de grande couronne sont des territoires qui devraient être prioritaires. Moi, je suis absolument frappé des efforts qui sont faits depuis des années en termes de politique de la ville et que rien ne soit fait en termes de politique de la ruralité. Vous voyez, je plaide pour que, pour 1 euro investi dans la politique de la ville, il y ait 1 euro qui soit investi dans la politique de la ruralité. Parce que la misère, elle existe aussi en zone rurale. Le décrochage, l'éloignement, l'absence de travail, les problématiques de transport, les problématiques d'isolement, elles existent encore, elles sont même parfois plus fortes. Et depuis 40 ans maintenant, nous n'avons pas de politique à destination de ces territoires. On a essayé de redresser la barre avec le département, avec la région, mais l'État doit prendre sa part et le rôle d'un député sur cette circonscription, c'est de défendre un territoire qui ne doit pas être l'oublié parce qu'il parle moins fort. Alors, dans cette émission, nous aborderons 3 thèmes, l'environnement, la sécurité, mais d'abord, on va s'intéresser à la question du pouvoir d'achat avec Teddy Vory. Bonjour Corentin, bonjour Monsieur Dugouin-Clément. Effectivement, Bonjour. Le pouvoir d'achat sur une circonscription où les transports en commun sont assez réduits, la voiture est obligatoire. Qui dit voiture dit essence. Aujourd'hui, voilà, tous les habitants sont impactés par les hausses du coût de l'énergie. Qu'est-ce que vous voudriez voir la prochaine majorité parlementaire faire pour aider les habitants sur ce sujet? Déjà, le pouvoir d'achat, c'est la faillite ou la grande faiblesse du quinquennat Macron qui s'achève et c'est l'absence de prévision ou c'est des promesses de faire ce qui n'a pas été fait avant. Je rappelle que ce quinquennat a été marqué en dehors de la Covid par les Gilets jaunes et les Gilets jaunes, c'était la crise du pouvoir d'achat, la crise de nos territoires, des territoires périurbains qui ne pouvaient plus, déjà à cause du prix du carburant, aller tout simplement travailler et faire vivre leur famille. Moi, ce que j'attends de ce gouvernement, c'est qu'il arrête d'être un gouvernement qui ne s'intéresse qu'aux parties aisées, qu'aux parties urbaines, vous savez, à ces cœurs de métropole qui vont bien. Moi, j'attends de ce gouvernement ou du futur, celui qui sortira des urnes dans 1 mois, qu'il soit capable d'agir déjà sur la question du prix du carburant pour arriver à rendre du pouvoir d'achat aux Français. Puis vous savez, il y a quelque chose qui est symptomatique. Quand on parle de pouvoir d'achat, il y a 2 facteurs colossaux, le transport et le logement. Il n'y a pas de ministre du transport, alors que le transport, le coût du carburant, c'est ce qui impacte au quotidien l'ensemble des gens qui habitent notre territoire. Il n'y a pas de ministre du logement, alors que la première dépense captive des Français, qui peut aller jusqu'à 40%, c'est le coût du logement. On est sur un gouvernement qui fait de la mousse, qui fait beaucoup de promesses pour l'avenir, mais qui n'a strictement rien fait et qui ne propose rien. Donc moi, effectivement, je souhaite qu'on s'intéresse, qu'on agisse de manière massive pour rendre du pouvoir d'achat aux Français là où il y a des marges de manœuvre. Les transports en sont une, le logement en est une autre. Et la marge de manœuvre sur la réduction de la facture énergétique, sur l'essence, c'est réduire la TVA, c'est réduire la TGAP?
D'une part, et puis vous savez, il y a quelque chose qui s'appelait la TIPP flottante. Pour le coup, c'est pas ma famille politique qui l'a fait, c'était la gauche qui l'a fait il y a de cela une vingtaine d'années. C'est quelque chose qui permettait d'amortir les hausses, qui a été supprimé, sur lequel je pense qu'il faudrait revenir. Puis quand on parle de l'énergie, on est sur un gouvernement qui... Enfin, moi, je serais quand même curieux d'entendre la représentante de la majorité présidentielle. On est sur un canard sans tête. On est sur un gouvernement qui a commencé le quinquennat, quand on parle d'énergie, en voulant supprimer le nucléaire, en expliquant qu'il fallait descendre à 50% d'énergie nucléaire, alors que le nucléaire a garanti l'indépendance de la France, a permis de lutter contre le réchauffement climatique et a permis d'avoir une énergie plus chère. Mais on a un gouvernement qui a démarré son quinquennat en voulant diminuer le nucléaire, en arrêtant la recherche sur le réacteur de 4e génération, c'est-à-dire le réacteur qui devait pouvoir fonctionner en utilisant les déchets ultimes nucléaires et qui termine le quinquennat en promettant de relancer 6 EPR. On est sur un gouvernement qui navigue à vue et au fond, pas qui navigue à vue, qui fait de l'électoralisme de court terme. C'est quelque chose auquel je ne me résous pas, c'est aussi pour ça que je suis candidat. On va passer maintenant au deuxième thème de cette émission, l'environnement. C'est un thème qui a été longuement traité au cours de cette campagne présidentielle, Teddy Vori. Oui, en effet, alors vous venez de parler du nucléaire, effectivement, c'est une part essentielle du mix énergétique à avoir. On parle aussi beaucoup du complément de l'énergie renouvelable. Est-ce que sur le territoire, il y a des options pour développer les sources d'énergie comme l'éolien, comme la méthanisation par exemple ? Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai eu l'occasion à la région Île-de-France pendant 3 ans, sous la précédente mandature, avant de lâcher le portefeuille énergétique pour m'occuper du logement et de l'aménagement, de travailler sur les questions d'ENR. On est sur un territoire qui a des possibilités énormes en termes de géothermie, notamment l'éolien. On n'est pas un territoire d'éolien en Île-de-France. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y en a, mais c'est totalement marginal. C'est quelque chose en général qui est peu souhaité. On a un potentiel en termes de méthanisation. On a un potentiel en termes de solaire. Les ENR sont une richesse et une opportunité. Mais d'une manière générale, quand on parle de transition énergétique, le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est l'acceptabilité sociale. Et moi, je suis extrêmement prudent par rapport à des visions extrêmement dogmatiques d'une partie de l'extrême gauche aujourd'hui, qui veut faire une transition énergétique, mais qui au fond se fait au détriment des classes sociales les plus faibles, les plus fragiles. Je veux dire, chacun voudrait pouvoir rouler en Lexus. La réalité, c'est que beaucoup de gens n'ont pas le choix d'avoir un diesel de 15 ans pour continuer à aller travailler. Et le sujet de fond, c'est quels moyens est-ce que l'on met pour créer une acceptabilité sociale, financière et économique de la transition environnementale? Est-ce qu'on considère que la transition environnementale elle doit être faite pour tous, ou est-ce qu'on considère qu'elle doit être faite d'abord pour les personnes les plus aisées? Et ce sujet majeur n'a jamais été traité depuis quelques années maintenant. La question de l'acceptabilité, on la retrouve aussi localement sur certains projets. On l'a vu à Fontenay-le-Vicomte il y a quelques mois. Est-ce que là aussi, il faut travailler peut-être plus étroitement avec les élus locaux et les habitants avant d'essayer de mener des projets de ce type ? Alors là, ce n'est pas la question de l'acceptabilité sociale ou financière pour tous. Quand vous avez des interdictions sur certains types de véhicules de rentrer dans Paris, effectivement, faut pouvoir changer de véhicule. Vous avez les moyens ou vous n'avez pas les moyens. Et si vous n'avez pas les moyens, comment on vous accompagne pour pouvoir changer de véhicule? Donc ça, c'est l'acceptabilité financière et matérielle. Ce que vous évoquez, c'est l'acceptabilité. Vous savez, c'est le syndrome NIMBY, not in my backyard, pas dans mon jardin. On veut tous une énergie propre, on veut tous des choses vertueuses, mais pas forcément à côté de chez soi. Le sujet qui s'est passé à Fontenay-le-Vicomte, ça a été malheureusement un projet qui a été mal expliqué, mal présenté, qui a suscité des peurs, et de ces peurs sont nés des points de blocage, des points durs, et le projet ne s'est pas fait. Et quand on parle de transition environnementale ou de transition énergétique, qu'on parle de méthanisation, qu'on parle d'éolien, la question se pose tout autant pour du nucléaire d'ailleurs, parce qu'avoir une centrale nucléaire à côté de chez soi, beaucoup de gens veulent continuer à payer une électricité peu chère, veulent avoir une électricité qui crée une indépendance française pour ne pas être dépendance du gaz russe aujourd'hui ou du pétrole de schiste américain demain, mais la réalité de cette acceptabilité, il faut en créer les conditions. En créer les conditions, c'est dialoguer en amont. Rapidement, pour finir, sur la sécurité, on a 1 minute. Le département demande un plan Essonne pour renforcer les effectifs. Est-ce que, en tant que député, vous soutiendrez et appuierez cette demande? Oui, on est sur un territoire qui est abandonné. La sécurité, c'est le fiasco et la faillite de la politique gouvernementale passée. D'ailleurs, une continuité avec la gauche sous Hollande qui n'a eu de cesse que de casser tout ce qui avait été fait par Sarkozy pour remettre un petit peu d'ordre. Et puis, on a un sujet majeur sur ce secteur, qui est le commissariat des Tempes, qui est absolument indigne par rapport aux fonctionnaires de police qui, tous les jours, risquent leur vie, s'engagent pour notre sécurité. Dernière question, Teddy Vori, sur la sécurité.
effectivement, je voulais poser une question sur le commissariat des Tempes, c'est raté. Vous l'avez Désolé. déjà dit. Donc, non, voilà, le renforcement des effectifs et le besoin peut-être de plus d'effectifs du côté de la justice également. Aussi, bien sûr, mais c'est non seulement des effectifs, mais c'est aussi le fait d'être soutenu. Parce qu'il y a la question des moyens humains, mais il y a la question d'avoir une empathie, un soutien, un accompagnement de la part de ces hiérarchies et de la part des ministres qui sont là pour ça, normalement. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Dugoin-Clément d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le candidat LR UDI dans la 2e circonscription de l'Essonne et que le premier tour se tiendra le 12 juin prochain. Merci Teddy Bory. Merci Florentin. Et cette interview est disponible en replay sur notre site internet, notre application et notre chaîne YouTube Radio Sensation.